Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a quelques retardataires qui arrivent encore. Euh, pour finir de les faire venir, je vous propose qu'on se lance tout doucement. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent encore. Ok, je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'auraient pas vu l'information que on va enregistrer ce webinaire. L'enregistrement a commencé d'ailleurs, dans la perspective de pouvoir le rediffuser ensuite pour les personnes qui ne pouvaient pas être là ce matin. Si du coup vous ne souhaitez pas être enregistré, pensez à couper votre caméra. Et si vous voulez poser des questions malgré tout, vous pourrez le faire par écrit via la boîte de chat de Zoom qui sera disponible. Du coup, j'ai le plaisir de vous dire quelques mots d'accueil de la part des co-organisateurs de cette série de webinaires et de vous présenter un petit peu l'origine de cette série de webinaires. Bienvenue donc. Euh, Dans cette année scolaire, on propose cette série des webinaires de la cohérence éducative autour de la crise sanitaire entre continuité éducative et pratiques innovantes. C'est une série qui est organisée par 15 organisations dont je me fais le porte-parole aujourd'hui et dont vous voyez les logos affichés ici. Et je voudrais, avant d'entamer ce premier webinaire, Construire l'école d'après, et avant d'accueillir notre intervenant d'aujourd'hui, vous dire quelques mots un petit peu sur la dynamique d'acteurs derrière cette série de webinaires. Et vous dire un petit peu qui nous sommes. Nous sommes un groupe d'acteurs informels qui s'appelle Cohérence éducative dans le Val d'Oise, qui existe depuis le début des années 2010, avec trois objectifs un petit peu de croiser les regards des acteurs éducatifs d'origine diverses sur les problématiques éducatives, de partager leurs expériences et de réfléchir aux complémentarités entre les acteurs éducatifs à la coéducation. Dans ce groupe Cohérence éducative, on a des divers organismes et services de l'éducation nationale qui sont représentés. On a aussi des associations d'éducation populaire qui interviennent dans le Val d'Oise, des acteurs de la politique de la ville, fédération de parents d'élèves. Donc, on essaie d'avoir la plus grande diversité d'acteurs possible et de réfléchir ensemble à certaines problématiques éducatives, aux complémentarités, aux expériences qui peuvent exister sur le territoire du Val d'Oise. Pour ce faire, depuis 2012, nous organisons une journée de la cohérence éducative chaque année. À l'origine, en 2012, il y avait un travail de recherche et une réflexion sur la relation entre les familles et l'école, la coéducation, qui s'est élargie ensuite aux complémentarités entre les acteurs éducatifs sur un territoire et qui avait abouti à une première journée d'échange en 2012. Donc. Et depuis, annuellement, on organise une journée de la cohérence éducative qui est accueillie chaque année par la Maison départementale de l'éducation Atelier Canopée du Val d'Oise et qui, sur une thématique différente, vous voyez un petit peu ici les thématiques qu'on a pu traiter par le passé, qui propose sur chacune de ces thématiques de faire partager les expériences et les pratiques éducatives de divers acteurs du département, et puis de réfléchir, de croiser les regards, de se rencontrer, de se connaître. Voilà. En 2020, la crise sanitaire a forcément impacté un petit peu l'organisation de la journée de la cohérence éducative. Donc, au lieu d'un format d'une journée en présentiel, on propose cette année une série de webinaires, de 6 webinaires qui auront lieu tout au long de l'année scolaire. Et on propose de creuser cette thématique qui est sur les lèvres de tout le monde cette année de la crise sanitaire. Vous avez, je pense, pour la plupart reçu le programme de cette série de webinaires qu'on va proposer cette année. On reviendra un petit peu dans le détail des sous-thèmes à la fin du webinaire d'aujourd'hui, parce qu'on va faire appel à vous pour identifier de potentielles questions à aborder dans ces webinaires, de potentielles expériences à partager. Donc, on y reviendra à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Mais voilà un petit peu le programme pour l'année. Après une réflexion un petit peu prospective sur l'école d'après la crise sanitaire aujourd'hui, on proposera dans les 5 webinaires suivants de s'intéresser à 5 sous-thèmes qui nous semblaient importants. Avec quelques parties pris, je pense, dans l'organisation de ces webinaires. D'abord, de réfléchir bien sûr aux enjeux, notamment en termes de continuité éducative,
que la crise a suscité, mais aussi de pouvoir avoir une réflexion prospective sur les pratiques qui émergent, sur les changements qui se produisent et sur l'école d'après qui s'emmène, et une réflexion qui sera volontairement évolutive au fil de l'année scolaire. Quand on a conçu cette série de webinaires à partir de juin 2020, on n'imaginait déjà pas ce reconfinement de l'automne, donc on sera aussi attentif aux évolutions pour adapter notre programme dans l'année. Un autre parti pris qu'on aura dans toutes les séances, c'est celui de partir de témoignages de professionnels sur chacune de ces sous-thématiques, de partir de leurs expériences et puis de pouvoir croiser les regards entre des professionnels issus de l'éducation nationale, de l'éducation populaire et du champ associatif, de la politique de la ville, des parents d'élèves, des enfants, des adolescents auxquels on donnera la parole aussi. Donc, une vraie volonté de croiser les regards sur ces questions-là. Voilà un petit peu pour la proposition et le cadre dans lequel s'inscrit ce premier webinaire d'aujourd'hui, qui se voulait être une ouverture à la série et puis une réflexion assez large sur comment construire cette école d'après. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Jean-Michel Zakhartchouk, qui est membre du conseil d'administration des CRAP Cahiers pédagogiques, qui a co-coordonné avec Sylvain Connac et Jean-Charles Léon cet ouvrage qui a inspiré le titre du webinaire d'aujourd'hui, Construire ensemble l'école d'après, et les cahiers pédagogiques qui, par ailleurs, consacrent leur numéro de novembre à la coéducation permanente. Et c'est une thématique aussi qui a été remise au centre de l'attention pendant cette crise sanitaire. Bonjour Jean-Michel Zakhartchouk, est-ce que la technique est avec nous et qu'on vous entend bien? Allô, Jean-Michel Zakhartchouk, est-ce que vous nous entendez? Peut-être un problème de micro. On va se laisser une petite minute pour essayer de... Est-ce que si. ça marche, hein? C'est bon, on vous entend très bien là. Désactivation. Bon, mais Okay. bonjour à tous. Donc, je vais démarrer par une petite présentation de cet ouvrage dont vient de parler Mathieu. Je vais cacher mon écran, comme ça vous pouvez partager le vôtre. Voilà. Ouais. Donc, je vais partager. On va vous proposer de fonctionner en 3 temps. Donc, on va laisser la parole à Jean-Michel Zakhartchouk sur un petit peu la présentation de cet ouvrage et de la réflexion qu'il y avait derrière. Moi, je lui poserai ensuite 4 questions qui nous tenaient à cœur dans la dynamique cohérence éducative. Puis, on ouvrira un temps de questions et d'échanges avec toutes les personnes présentes aujourd'hui. Donc, j'en profite pour vous dire que vous pouvez, tout au fil de la présentation et des débats, poser vos questions via le chat. Nous, on va un petit peu comme ça les synthétiser, voir s'il y en a qui se recoupent. Comme on est assez nombreux, vous avez cette possibilité-là. On laissera aussi la possibilité de s'exprimer directement, bien sûr. Voilà, tout le monde voit l'écran. On voit votre écran, c'est bon, je vous laisse la parole. Bien, alors, petite présentation rapide. D'abord, qui je suis. Je suis donc ancien professeur de collège et formateur et membre de cette association, donc le Cercle de recherche et d'action pédagogique, qui est partenaire de ces actions dans le Val d'Oise. Et je suis par ailleurs dans l'Oise, donc pas très loin. Et je connais un petit peu le Val d'Oise et je suis intervenu notamment à Villiers-le-Bel ou à Cergy. Et donc, j'ai été professeur de français dans un collège à Creil d'éducation prioritaire et donc militant des cahiers pédagogiques. Et pendant la période de confinement, évidemment, on a essayé de continuer à travailler avec les enseignants qui étaient eux aussi confinés. D'ailleurs, comme moi j'étais dans le secteur de Creil, on a été confinés un petit peu avant. Enfin, les écoles étaient fermées un petit peu avant, donc on a déjà commencé à interroger des personnes qui commençaient à travailler avec leurs élèves à distance. Et ensuite, on a essayé de mettre des ressources en ligne sur notre site qui ont été très, très consultées, des ressources existantes et puis surtout des témoignages de personnes qui disaient comment ils faisaient, à la fois
leur ressenti, mais aussi, surtout, faire circuler des outils. Donc, et comme ça a très bien marché, on pourrait dire, on a eu l'idée, en travaillant avec notre partenaire, les éditions ESF Sciences Humaines, de faire un livre très vite, puisque on a commencé le livre fin avril et on l'a terminé pour qu'il sorte en août, ce qui est un exploit quand même, et avec beaucoup de contributeurs différents. Et je vais donc passer la diapo suivante. Ah, ça ne marche pas. Okay. Je croyais que ça allait marcher. Tout à l'heure, ça marchait la diapo suivante. Alors, attendez. Pourquoi ça ne... Bon. Il faut que je revienne au diaporama. Alors, tout à l'heure, il suffisait d'appuyer sur la flèche pour que ça marche, mais... Ensuite, pardon. Bon, bon, ça fait rien, je vais le faire sans le diaporama, c'est dommage parce que je ne comprends pas pourquoi. Vous le remettez, là, il y a un petit bouton qu'on peut essayer. Oui, c'est là après que... Pourquoi ça me... Si vous êtes en bas à droite, là, vous avez toute une série de petits boutons. Et il y en a un qui ressemble à un écran blanc déroulé, le quatrième. À droite. Là, tout en bas de votre écran, hors du diapo même. Il y en a un qui est souligné en Ah, orange un petit peu là. ça y est, j'ai Ah vu. voilà, ok, bon, ben, c'est bon, parfait. Bon. Donc, c'est un ouvrage collectif. Donc, dans cet ouvrage s'expriment à la fois des enseignants, des élèves, des responsables institutionnels, inspecteurs, etc., des chercheurs qui ont commencé à mener une recherche sur les effets du confinement, etc., des parents et aussi des élus, notamment le maire adjoint de Blois, etc. Donc, dans ce livre, on a donc un certain nombre de chapitres qu'on va reprendre tout à l'heure dans les questions, je pense. Les leçons du confinement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon provisoirement? En fait, on en tirera beaucoup plus tard, sans doute. Les vertus et les limites du distanciel, je pense qu'on va en reparler bien sûr tout à l'heure. Et la redécouverte, si tant est que soit une redécouverte, de l'importance des relations humaines, de la coopération, de l'entraide. Et d'ailleurs, on a publié des outils pour essayer de coopérer à distance qui ont été très, très consultés, notamment autour de Sylvain Connac, qui est un grand spécialiste de la coopération. L'émergence de nouveaux savoirs est peut-être plus fondamentaux qu'il n'y paraît, en particulier autour de la santé, par exemple. L'idée aussi, par rapport à ce confinement, comment déconfiner l'école après, mais déconfiner un sens plus large, et j'en reparlerai tout à l'heure aussi. Métier solitaire, on est tout seul devant son ordinateur, mais en même temps, comment faire pour travailler collectivement en étant des concepteurs plus que des exécutants. C'est un thème qui nous est cher au cahier pédagogique. Et en fait, trouver des alternatives à ce qui est illustré ici par ce dessin de Plantu. Savez-vous qu'il existe d'autres formes de pédagogie, bon, que le cours magistral, évidemment, qui ici est caricaturé, mais qui n'est pas si mort que ça, loin de là, malheureusement. Et donc, c'est intéressant, les expériences à distance. Donc, cette photo illustre un peu le travail à distance, en particulier des lycéens qui ici fabriquent un projet en utilisant des ressources numériques. Voilà, tout ça, on va en reparler, je pense. Je termine là ma présentation parce que je pense que ça va ensuite, on va rebondir sous forme de questions et de réponses et de quelques ouvertures. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je ferme ça. Oui, non, ça c'était une autre image, c'était justement déconfiné. J'en reparlerai aussi tout à l'heure, c'est des expériences de école dehors qui sont l'envers du confinement, mais qui sont aussi quelque chose qu'on a peut-être découvert à cette occasion, la nature, etc. Voilà.
Merci à vous en tout cas d'être là avec nous aujourd'hui pour partager les réflexions que vous avez synthétisées dans cet ouvrage. Comme je disais, moi j'ai quatre premières questions pour poser quelques jalons, lancer le débat et ensuite on ouvrira aussi à tous les participants et vous pouvez déjà vous exprimer dans le chat pour celles et ceux qui le souhaitent. La première question, le premier élément sur lequel on avait un petit peu envie de vous entendre, c'est bien sûr cette question du numérique en éducation qui a été au centre de beaucoup de débats, de chamboulements ces derniers mois. Vous mentionnez qu'un des chapitres de l'ouvrage s'intéresse aux vertus et aux limites du distanciel et aussi au-delà des enjeux qui ont émergé durant la pandémie. Nous, on se demandait aussi dans quelle mesure l'école et l'éducation d'après sera-t-elle numérique et sera-t-elle durablement impactée par les usages qui émergent pendant la pandémie. Oui, voilà. Donc, dans l'ouvrage, il y a une contributrice, Caroline Daltabékian, qui dit à un moment, enfin, elle qui était militante du numérique, mais pas n'importe comment, enfin, ça a pu apparaître comme une question primordiale pour envisager l'avenir de l'école. Donc, effectivement, on a pu découvrir toutes les potentialités du distanciel. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment montre les possibilités qu'on ne soupçonnait pas avant, avec l'intérêt et les dangers qui existent. Donc, je vais y revenir. Le distanciel permet le travail en équipe des enseignants jusqu'à un certain point, permet un certain contact avec les familles, un contact assez original en plus, parce qu'on est dans les appartements des personnes. Alors ça, c'est le côté distanciel, c'est pas forcément, c'est une partie du numérique, hein, évidemment. Et puis l'utilisation de tous ces outils qui sont vraiment très intéressants, les vidéos, des élèves qui fabriquent des vidéos YouTube au lieu de faire un compte-rendu de lecture, et ils le font par un petit film avant, des Padlet qui permettent de regrouper des informations, la multiplication des ressources qui peuvent exister partout. Il y a vraiment par exemple, les chaînes YouTube autour des sciences, autour de l'histoire, il y a vraiment des choses passionnantes et qui en plus, avec des gens qui savent peut-être davantage qu'un grand nombre d'enseignants, parler aux jeunes directement. Donc, évidemment, il y a toute cette potentialité. Alors, on a beaucoup parlé de la fracture numérique, qui est parfois spectaculaire, problème d'équipement, qu'il ne faut pas, il faut pas forcément mettre au centre des choses, parce qu'on s'aperçoit, je pourrais y revenir tout à l'heure, dans des enquêtes, alors des enquêtes partielles qui ont été faites, notamment il y a une enquête qui a été faite par la Maïf, une autre par la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère, qui montre quand même que beaucoup de jeunes étaient devant leur écran et que ceux qui n'étaient pas forcément parce qu'ils n'avaient pas les outils. Ceci dit, avoir un téléphone, évidemment, ce n'est pas la même chose que d'avoir une petite tablette ou d'avoir un ordinateur avec un grand écran, ça c'est bien évident. Mais je crois qu'il y a aussi, contrairement à la légende des digital natives, les jeunes qui sauraient très bien manier tous les outils d'Internet, on s'aperçoit que non. Et que, par exemple, l'envoi de mails, c'est une pratique qui n'est pas forcément très ancrée dans une grande partie de la jeunesse. Et apprendre à envoyer un mail, par exemple, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une intervenante aussi qui dit, ben, moi, j'ai appris à mes élèves à commencer un mail par bonjour, à terminer par une formule de politesse, à essayer de relire son texte, etc., qui n'est pas tout à fait la même pratique que les SMS ou que WhatsApp. Voilà. Et donc, c'est la diversification des pratiques. Mais alors, évidemment, d'un autre côté, surtout pas avoir l'illusion que le numérique va remplacer le contact humain, et ni non plus d'ailleurs le papier, qui reste aussi une valeur forte, puisque notre revue elle en témoigne. Je veux dire, c'est important aussi qu'il n'y ait pas ce flux. Le danger du numérique, c'est le flux d'informations. Le danger de l'Internet, mais le numérique, c'est autre chose. Et les relations humaines, du coup, évidemment, sont essentielles. L'accompagnement, être à côté de quelqu'un. Mais en même temps, ça montre tout à l'heure, par rapport à ce que je disais sur le cours magistral, que finalement, le magistral numérique, c'est aussi bien par moment. On n'est peut-être pas obligé
de refaire ce qui peut être très bien fait par un petit film. Et donc là, il y a eu tout ce mouvement que beaucoup connaissent sans doute, dit des classes inversées, qui s'exprime d'ailleurs dans le livre, qui est une approche intéressante d'avoir des outils qui peuvent être construits par le professeur ou par les élèves et diffusés ensuite. Bon. Mais méfions-nous des effets pervers du numérique. Par exemple, lorsqu'il y a des évaluations, le fait que ce soit sous forme informatique peut rendre les choses très informelles, très formelles et très froides. Et par exemple, l'exemple que je note, c'est quand on calcule des moyennes, enfin personnellement, je serais assez réticent par rapport à la notation traditionnelle, mais quand on calcule des moyennes avec 2 chiffres après la virgule, par exemple, ce qui est très facile avec le numérique, ça donne des illusions que l'élève a progressé parce qu'il est passé de 10,33 à 10,77. Bon, ça n'a pas tellement de sens. De même qu'il y a quelques années, je me souviens, vers les années 2000, le ministre Claude Allègre, à l'époque, avait dit mais le numérique, ça va permettre de faire des corrections automatiques, rédaction. C'est absurde de dire ça, c'est pas du tout. Ça peut faciliter effectivement les calculs, etc. Mais reste le facteur humain qui reste fondamental. Donc moi, pour conclure cette première partie, moi je me situe à distance de 2 positions extrêmes, qui est d'un côté la glorification du numérique qui va bouleverser l'école uniquement en positif, et ça existe chez certains, et puis la position inverse, qui est le numérique bashing, avec des livres qui parlent des crétins numériques, etc., qui n'est pas nouveau, parce que je pense qu'on pourrait faire la liste des livres qui critiquent l'informatique, le numérique depuis 30 ans ou plus. Voilà, et c'est toujours retrouver le point d'équilibre, un outil formidable, mais avec toutes les réserves, et je pense qu'on reviendra sur les réseaux sociaux, qui est un autre aspect du numérique. Merci. Oui, on reviendra sans doute sur cette question du numérique dans le débat tout à l'heure. Et nous, on a prévu d'y consacrer un des webinaires de la série parce que c'est forcément une question centrale. Une deuxième question sur laquelle on aurait souhaité vous entendre aussi, c'est celle de l'esprit critique. On voit notamment depuis la rentrée de septembre là, qu'elle est vraiment remise sur le devant de la scène face à la circulation de fausses informations. Notamment sanitaires et notamment liées à la pandémie. Quelles pistes, quelles expériences vous avez pu observer pour démêler les croyances des savoirs scientifiques, pour travailler cette question de l'esprit critique qui, je sais, est assez centrale dans la réflexion des cahiers pédagogiques aussi? Voilà, je crois que vous avez fait une journée là-dessus dans le passé, mais c'est toujours à refaire. On a consacré un chapitre à l'esprit critique, mais il est présent partout. Alors l'esprit critique, c'est compliqué quand même aujourd'hui, parce que moi, j'ai commencé à enseigner dans les années 80, et à l'époque, finalement, on faisait, pas tout le monde, mais un certain nombre, à faire, par exemple, des comparaisons entre des journaux, des titres de journaux, des unes. Et au fond, à l'époque, l'esprit critique, c'était très positif, au sens de montrer les limites de l'information, le fait de mettre en doute, etc. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que là encore, il faut se garder de 2 attitudes. L'une qui serait le relativisme, et qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de vérité, ou alors il y a des vérités cachées. Et l'inverse, qui est le dogmatisme de la science, qui dit ce qui est. Et voilà. Et moi, je plaide pour l'usage du conditionnel, en fait. Il faudrait utiliser plus souvent le conditionnel que l'indicatif, parce que le conditionnel, c'est le temps du doute et de la prudence. Mais évidemment, la prudence, ça s'oppose aussi à la rapidité. Et la rapidité, c'est quand même la caractéristique des réseaux sociaux. Alors donc, la distinction croire savoir, elle est intéressante, mais elle n'est pas simple non plus. Parce que finalement, il y a un moment donné, il faut aussi accepter une parole de scientifique, plus ou moins consensuel, c'est tout le problème. Et là, je renvoie à un livre là, qui est paru, on va faire un article là-dessus, une interview des auteurs dans les cahiers pédagogiques, de Elena Paschinelli et Mathieu Farina, qui s'appelle « L'art de faire confiance » chez Odile Jacob,
où ils expliquent la démarche scientifique. Ils vont dans des laboratoires montrer comment que ça se construit. C'est des personnes qui travaillent avec la Fondation La Main à la Pâte, qui peut-être existe dans le Val d'Oise, je ne sais pas, mais qui est quelque chose de vraiment très, très intéressant, qui développe l'esprit critique et qui a publié vraiment un gros ouvrage avec plein d'expériences autour de l'esprit critique et l'esprit scientifique. Donc, il y a tout ce côté, comment faire comprendre aux jeunes et à la population en général que le doute scientifique, c'est le fondement de la science. En fait, le doute, c'est le fondement de la science. On doit toujours douter et essayer de démolir une théorie. Et si on n'arrive pas à la démolir, c'est qu'elle est plutôt vraie. Les scientifiques disent souvent dans les discours, quand ils parlent, des scientifiques sérieux, quand ils parlent à la télévision, dans les médias, ils disent « pour le moment, on n'a pas de preuve du contraire ». Et les gens l'interprètent comme finalement, ils ne sont pas sûrs, finalement, personne n'est sûr, et ils se contredisent, etc. Donc, comment faire comprendre ce doute? Et moi, j'aime bien ce que dit Gérald Bronner, qui est un des spécialistes un peu de la déconstruction des rumeurs, des mythes, etc., qui, dans le livre Démocratie des crédules, puis d'autres, puis il intervient de temps en temps dans les médias aussi, qui dit finalement, on a le droit au doute impose aussi des devoirs du doute. Le droit au doute est valable pour quelqu'un qui accepte la méthode du doute et non pas le doute comme absolu. On pourrait dire aussi qu'il faut distinguer l'esprit critique et l'esprit de critique systématique. Et puis aussi, ce qu'il dit d'ailleurs, c'est les gens qui sont sceptiques sur le climat, sur les vaccins, sur des choses comme de ce type, doutent de tout sauf de leur propre doute. Et ils se réfèrent à des puissants qui diraient des choses fausses, mais eux-mêmes se fient à des gens qui sont peu recommandables bien souvent. Ce qui est compliqué aussi, c'est quand dans l'esprit critique, il y a un point très important, c'est la vérification des sources, bien sûr, mais la vérification des sources, c'est compliqué aussi, parce que ce que j'aime bien, moi, c'est de dire, je disais souvent à mes élèves, c'est le degré de fiabilité. Il y a des sources qui sont plus fiables que d'autres. Plutôt que de dire elles sont fiables dans l'absolu, il y a des degrés de fiabilité. Il y a des enseignants qui travaillent là-dessus, sur essayer à partir de plusieurs indicateurs, comment on peut classer des sources en fonction de leur fiabilité. Mais il faut se méfier aussi de quelque chose d'autre, c'est de mettre en doute la source parce que cette source aurait forcément des intérêts à dire telle ou telle chose. Et donc, toute la polémique sur les laboratoires de vaccins, etc., elle vient de là aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a intérêt à dire quelque chose que c'est forcément faux ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant parce que d'où tu parles, on s'intéresse à la personne d'où elle parle et non pas à ce qu'elle dit. Donc, il faut croiser ça. Mais évidemment, quand quelqu'un a intérêt à dire quelque chose, ça peut diminuer un peu la fiabilité, mais ça ne la supprime pas. Là, c'est assez compliqué. Et croyance et savoir, c'est une distinction fondamentale, mais qui n'est pas simple non plus, parce que jusqu'où on va dans l'acceptation de croyances. Et on se pose la question, notamment au niveau, bien sûr, de la religion. Qu'est-ce qu'on accepte comme mise en doute? Et je pense que, par exemple, l'esprit critique doit s'accompagner aussi d'une formation au symbolique. Beaucoup d'élèves ne voient pas la différence. Ce qui paraît aussi important que croire et savoir, c'est le symbolique et le réel. Quand il est dit dans la Bible, par exemple, que Dieu a créé le monde en 7 jours, évidemment qu'il y a quelques illuminés qui pensent encore que la Terre s'est créée en 7 jours. Et puis, il y a les gens qui voient ça au niveau symbolique. C'est de même qu'Adam et Ève, etc. C'est au niveau symbolique. Et ce sont des mythes qui sont constructeurs. Les mythes ont un sens. Et donc, apprendre aux élèves à distinguer le symbolique et de la réalité, je crois que c'est aussi très important. Donc, on ne peut pas aujourd'hui simplement se dire il faut développer l'esprit critique comme ça. Je vois j'ai lu certains livres où justement on en reste là. Je crois qu'il faut se garder, donc toujours d'un côté le dogmatisme, de l'autre côté l'esprit de critique systématique qui
qui me paraît dangereux. Et je termine en disant qu'il me semble qu'il faut surtout éviter les leçons de morale qui sont complètement inefficaces. On le voit bien au niveau de la santé, par exemple, ça ne sert à rien de dire c'est comme ça, etc. Donc il faut d'un côté permettre aux élèves par l'activité de se rendre compte d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire lorsqu'on les lance dans des recherches sur les différentes sources qu'ils ne connaissent pas, en essayant de voir, par exemple, une source où il n'y a pas marqué qui sommes-nous, on ne sait pas qui c'est les gens qui sont derrière. Donc, à ce cas-là, on peut commencer à avoir un doute très sérieux et se poser la question de la confiance et de la fiabilité, c'est essentiel. Et enfin, donc, mettre les élèves en activité. Et on cite dans le livre des travaux, par exemple, sur les statistiques, une enseignante de mathématiques qui donne des exemples vraiment très intéressants d'études des courbes, les fameuses courbes, les histogrammes qui aujourd'hui sont si utilisés pour les vaccins. Et on voit bien dans les travaux faits par les décodeurs divers dans les journaux comme Libération, Le Monde, France Info, France Culture, etc., comment ils démontent à partir de chiffres partiels, comment on manipule les statistiques. Mais en même temps, ne pas se dire les chiffres, ça ne veut rien dire, parce que les chiffres, ça veut dire, mais il faut savoir les lire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'esprit critique, c'est vraiment transdisciplinaire. Ça ne peut pas être une seule discipline. Toutes les disciplines sont concernées par ce développement d'esprit critique et qui a été un peu délaissé quand même ces dernières années. Sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem, il y a eu vraiment, après 2015, un travail formidable qui a été mis en place par l'Éducation nationale avec des ressources à la fois écrites et des petits films sur EduSchool qui ont vraiment aidé beaucoup les enseignants et on pourrait dire même au-delà des enseignants, tous les éducateurs. Et puis, on pourrait dire que depuis 2017-2018, ça a été un peu délaissé et surtout le côté interdisciplinaire et le côté mettre les élèves en activité, il faut vraiment faire revivre ça complètement et arriver à cette quasi-révolution pédagogique dont parle Gérald Bronner dans un article des cahiers pédagogiques d'ailleurs, sur cette question-là. Voilà. Merci. On avait en effet consacré une journée de la cohérence éducative à l'esprit critique. Je pense que c'était en 2017, mais je suis sûr qu'il y aurait déjà matière à recommencer aujourd'hui. Le troisième axe que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui qui fonde un petit peu l'existence même de la dynamique organisatrice de ces journées. Notre dynamique a réfléchi à la cohérence entre les interventions des acteurs éducatifs, entre les temps éducatifs, entre ces acteurs-là. Comment vous voyez, vous, cet enjeu de cohérence à l'aune de la crise sanitaire en ce moment et puis aussi dans la construction de cette fameuse école d'après? Voilà. Alors, juste un mot sur l'école d'après, hein, c'est vraiment un slogan, on l'a pris. D'ailleurs, par rapport au titre de la journée, et on a rajouté le mot ensemble aussi, construire ensemble l'école d'après. Et ensemble, ça implique bien évidemment les parents et les acteurs qui sont réunis dans l'organisation de cette journée. Nous, on a travaillé beaucoup avec la FEV, par exemple, et puis des organisations comme les Francas, etc. Tous contribuent à cette coéducation dont on a dit au début qu'on avait consacré le dernier numéro des cahiers pédagogiques à cela. Coéducation permanente, parce que d'une certaine façon, il faut la faire vivre tous les jours, avec toujours des interrogations sur, là encore, hein, c'est jamais simple, c'est jusqu'où on va dans l'intervention des personnes extérieures dans l'école. C'est vrai qu'on a entendu ces derniers temps, notamment après le drame de Conflans-Sainte-Honorine, on a entendu, y compris le président de l'Assemblée nationale, dire les parents n'ont rien à faire à l'école, par exemple. C'est assez grave. Et justement, la délimitation de l'intervention des acteurs, elle est toujours en tension, mais la tension féconde. Enfin, on essaye de la rendre féconde. Par exemple, sur les contenus scolaires, Philippe Mérieux a dit récemment une phrase qui peut-être à travailler. Il disait les parents n'ont pas à intervenir sur les contenus scolaires. Alors,
ça dépend ce qu'on entend par là, quoi. C'est-à-dire, d'une part, les contenus de ce qu'on enseigne à l'école, ce n'est pas l'affaire des seuls enseignants, c'est l'affaire de la nation, et les programmes, ils sont pas seulement faits par l'éducation nationale. D'autre part, les parents ne doivent pas effectivement contester, mais ils peuvent par contre demander des explications. C'est toute la différence. Et le fait d'expliciter ce qu'on va faire, moi, en début d'année, quand j'avais des élèves, donc, je donnais toujours une feuille où j'essayais d'expliquer en termes le plus simple possible ce que l'on travaillera dans l'année. Des choses comme ça, c'est tout simple, mais ça donne, même si tous les parents ne comprenaient pas forcément tout ce que je pouvais dire, mais au moins, beaucoup même qui avaient des difficultés linguistiques, mais au moins ils savaient qu'il y avait un sens, et qu'il y avait ce souci d'expliquer ce qu'on fait. Je crois que ça, c'est très important. Alors, ce qui s'est passé pendant le confinement, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose d'assez spectaculaire, l'intrusion des caméras dans les familles, là où du moins il y avait un contact visuel et non pas seulement téléphonique ou simplement par échange de mails. Et donc on est entré dans l'intimité même à la fois du prof et à la fois des familles, avec de temps en temps un parent qui venait à l'écran pour aider son enfant ou qui posait une question au professeur. Je trouve ça très intéressant. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ont finalement été séduits par ce mode de communication. Bon, ça a des limites parce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a des enfants qui en avaient un peu marre d'avoir leurs parents tout le temps avec eux, etc. Donc c'est toujours complexe comme question, mais ça a permis quand même de voir les difficultés, peut-être plus, faire prendre conscience encore plus, et une jeune enseignante qui dit ça dans le livre, encore plus les difficultés que peuvent avoir des élèves lorsqu'il n'y a pas à côté un enseignant pour les aider. Et, voilà. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait que les enseignants puissent, d'une part, expliquer ce qu'ils font, et puis aussi donner des conseils assez techniques, assez précis aux parents. Par exemple, face aux consignes, moi, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, les consignes scolaires. J'ai publié plusieurs ouvrages là-dessus. Et j'ai essayé toujours de donner des conseils précis aux parents et non pas de leur dire il faut qu'ils fassent attention. Non, ça ne sert à rien de dire ça. Il faut qu'ils travaillent. Non, essayer de donner des conseils de professionnels, comme un professionnel quelconque donne des conseils d'utilisation d'électroménager ou je ne sais quoi. Donc cette mise à distance, elle a eu des effets différents. Donc d'un côté, il y a eu l'éloignement, on le sait bien, et puis je crois que vous allez consacrer un webinaire à ça. Enfin, vous avez aussi consacré une journée, je crois, au décrochage. Bon, bien sûr, mais je suis toujours un peu gêné lorsque on dit, c'est vrai et c'est pas vrai. Le fait que le confinement et la mise à distance a renforcé les inégalités. Alors c'est probablement vrai parce qu'il y a des élèves qui ont décroché, etc. D'un autre côté, il a été révélateur. Moi, je dis bien souvent, c'est plutôt un révélateur des inégalités, éventuellement qui les a creusées, mais ça dépend des pratiques aussi qu'on a utilisées. Récemment, là, j'ai assisté à un webinaire de l'Institut français de l'éducation à Lyon, à Lyon. Un webinaire, c'est pas localisé, c'est toujours un espace virtuel. Et il y avait une journée où il y avait des équipes qui avaient travaillé avec des chercheurs sur les effets du confinement, les premières conclusions. Et il y avait Patrick Rayoux, qui est un chercheur avec qui j'ai travaillé aussi, Patrick Rayoux, qui à un moment a utilisé l'expression que je trouvais assez savoureuse de la distance qui rapproche. Il y a eu un rapprochement paradoxal par rapport à une distance. Si je croise ça avec les débats qu'il y a eu après les événements récents de Conflans, c'est jusqu'où l'école, ça c'est une autre question, hein. C'est plus la question des difficultés, c'est la question aussi de ce qu'on peut faire à l'école et du ressenti des parents
Alors, soit ça peut être de l'incompréhension, mais ça peut être aussi, on l'a dit beaucoup, être choqué, Et ce qui est intéressant, il y a une phrase de Jules Ferry qui est souvent citée, où il dit, Jules Ferry, donc il y a 140 ans, dans un célèbre discours aux instituteurs, il leur dit tout ce que vous dites, il faut que vous respectiez la morale de nos pères et que vous ne choquiez pas l'honnête père de famille. La mère, c'est pas ce qu'on en fait dans ces cas-là. Alors, simplement, il faut voir que Jules Ferry a aussi développé le contraire. C'est-à-dire que d'un autre côté, il a aussi enjoint aux enseignants de lutter contre les superstitions, non pas contre la religion, mais contre le cléricalisme, contre l'emprise religieuse sur les êtres, les âmes, les esprits. Donc, en fait, la ligne de crête est souvent étroite entre respecter les habitudes familiales et en même temps développer des idées qui sont parfois en contradiction. Sans parler des questions religieuses, on pourrait parler sur le plan de la santé. Il y a des enfants qui entendent dans leur famille dire beaucoup de mal des masques, des vaccins, etc. Donc, il va y avoir un conflit. Je pense à des choses encore peut-être moins gênantes, mais les croyances autour de l'astronomie, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au créationnisme ou des formes plus, alors sans parler des gens qui pensent que la Terre est plate, ça c'est des illuminés, mais il y a des choses sur la constitution de l'univers. Et je pense en particulier à un petit livre que je recommande, qui est très savoureux, de Azouz Begag, et qui s'appelle La force du berger. Et vous avez un jeune garçon, donc le narrateur de l'histoire, qui rentre chez lui, donc son père est algérien ou marocain, algérien, comme le père de Azouz Begag, c'est un peu autobiographique d'une certaine façon, et il dit à son père mais que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil, et le père, lui, mais c'est absurde ce qu'on t'apprend à l'école, il vient voir l'instituteur, alors bon, il y a un conflit, et l'enfant est déchiré. Et je trouve ce genre de livre est très intéressant à étudier avec des élèves, parce qu'on voit justement les contradictions qui peuvent exister entre ce que dit l'école, avec probablement du tact et de la diplomatie, et ce qu'on pense à la maison. Et je crois que c'est des questions qui sont à travailler en formation, et pas travailler dans l'abstrait, mais travailler à partir de cas concrets. Comment fait-on quand un élève ne veut pas regarder des images de nus antiques, par exemple, on a connu ces situations-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Parce qu'il dit, moi, on me dit qu'il faut pas, que je n'ai pas le droit de regarder des personnes nues. Donc, tout ça, ça se travaille, ça se discute. Il n'y a pas de solution simple. Et malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui ont des raisonnements simplistes. Et au contraire, il faut travailler ensemble. Et je pense que quand on multiplie les rencontres, et notamment, parce que là, on vient de parler de l'intrusion dans le cours du prof, finalement. Certains parents assistaient à des cours, mais on peut le faire aussi en classe, c'est-à-dire inviter de temps en temps des parents dans la salle de classe. Et j'ai pu assister près de chez moi à une école qui fait des choses très intéressantes. Les parents, à quelques-uns, 3 ou 4, un cours d'apprentissage de la lecture en CP, et qui étaient étonnés de la façon dont ça se passait, c'est une façon très intéressante, mais en même temps séduit, voilà, en disant, se rendre compte du métier d'un enseignant qui est compliqué. Tout ça, on a à gagner plus de transparence, et d'un autre côté, pas aller jusqu'à la transparence absolue. Je voulais juste vous montrer un petit dessin alors je vais vous montrer un petit dessin qui illustre les dérives possibles. Vous le voyez là? C'est bon, ouais. Oui. Donc, c'est un dessin d'un dessinateur suisse, et
lorsque la maison veut ressembler à l'école, et ici, comment des parents reproduisent l'école à la maison, et c'est parfois la tentation de certains enseignants. Je me souviens, lorsqu'on avait travaillé avec des enseignants sur ce qu'on appelle les PPRE, les programmes de réussite éducative, et on essayait d'établir un programme avec les parents et les enseignants qui allaient très loin en disant, à la limite, quand ils mangent à table, il faut qu'ils respectent certaines règles, etc. Ça, c'est de l'intrusion dans le privé, qui m'avait un peu estomaqué d'ailleurs. Mais voilà, il faut arriver à trouver les bonnes frontières, les bonnes limites, et qui sont personnalisées aussi en fonction des familles, en fonction des élèves. En tout cas, arrêter évidemment de parler de la démission des parents qui n'existe pas, et arrêter de croire que lorsque les parents posent des questions, ça veut dire qu'ils remettent en cause l'école forcément. Il y a vraiment un travail à faire, et je pense qu'une journée comme aujourd'hui va dans ce sens. Merci. Dernière question avant d'ouvrir la parole aux personnes présentes aujourd'hui. Sur cette nouvelle année qui a commencé depuis septembre et ce nouveau confinement, nous, de notre côté, quand on a commencé à concevoir cette série de webinaires, on ne savait pas forcément ce que l'automne nous réservait. Je pense que vous étiez peut-être dans la même position quand vous avez commencé à travailler sur ce livre. Est-ce que vous voyez des évolutions, des déplacements par rapport au premier confinement aujourd'hui? Est-ce que vous voyez de nouveaux enjeux qui émergent déjà? C'est vrai que quand on a publié le livre, on s'est dit, bon, finalement, des choses qui maintenant sont plus d'actualité, en fait, elles le retrouvent, même si il n'y a pas le même confinement, puisque beaucoup d'enfants sont à l'école quand même. Et on a constaté ce plaisir de revenir à l'école, qui est quand même quelque chose de frappant. Bon, moi, je n'ai pas d'éléments suffisants pour vraiment dire comment ça se passe. On entend ici et là beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a une façon de présenter tel ou tel événement comme représentatif, alors qu'il ne l'est pas forcément. Moi, comme je suis par ailleurs aussi élu municipal dans ma ville, et j'ai des contacts vraiment étroits avec les écoles. Et il y a des situations assez différentes d'ailleurs selon les écoles. Et puis je continue à travailler aussi avec les 2 collèges de ma ville. L'idée que les enfants sont contents de retourner à l'école, ça c'était une chose vraiment qui fait consensus. Mais évidemment, depuis quelque temps, ils sont avec des masques, y compris à l'école primaire. Alors c'était marrant parce que à la rentrée, le jour de la rentrée des classes, on a circulé dans les écoles, et il y avait des enfants, alors qu'il n'y avait pas de masque en primaire, qui avaient quand même un masque que les parents surprotégeaient par le masque, alors que ce n'était pas obligé. Donc finalement, il y a ce côté positif, ce côté aussi, le fait que ça se passe plutôt bien chez les jeunes. Alors, je connais moins la situation en lycée, où sans doute c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas, j'entends des témoignages de collèges qui sont pourtant assez difficiles, plutôt positifs sur les élèves qui se comportent plutôt bien. Mais bien sûr, hein, le gros problème, c'est le faible travail de groupe, le faible travail d'accompagnement où on est proche des élèves, le fait donc de la distanciation physique entraîne cette distanciation sociale qui n'est pas souhaitable. C'est physique, oui, mais social, non. J'ai un collègue là, qui est directeur d'école qui me disait, bon, moi je souffre de devoir faire trop de magistral, hein, forcément, et de devoir parler fort, et aussi, du coup, un autre collègue aussi qui me disait que quand il sortait une blague pour détendre l'atmosphère en classe, bah, pratiquant l'humour, le second degré, il ne peut pas trop le faire parce qu'on ne voit pas le visage, et on ne voit pas le clin, enfin, on peut voir le clin d'œil, mais c'est tout. On ne peut pas voir dans l'expression du visage
si le prof dit ça pour plaisanter ou s'il dit sérieusement quelque chose. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on dit et tenir compte de ce qu'on ne voit pas le visage. Et on voit bien l'importance du visage humain, même si on redécouvre aussi tout ce qu'on peut lire dans le regard. Ça, c'est aussi quelque chose qui me frappe. Alors, je crois que ça fait ressortir vraiment le besoin du groupe, le besoin du collectif. Mais je crois que parfois certains, et en plus, il y a le rapport à la santé des enseignants qui est très différent. Il y en a qui sont très stressés et d'autres pas, pour des raisons personnelles bien souvent. Et il y en a qui font un peu du zèle. J'entendais l'autre jour discuter avec l'inspectrice de la circonscription qui me disait qu'il y avait des enseignants qui l'appelaient au milieu d'un cours d'éducation physique avec un intervenant extérieur, l'intervenant disant aux élèves d'enlever leur masque, et elle était un peu affolée par ça, alors que c'est autorisé complètement par les textes, hein, quand on fait des activités physiques, d'enlever son masque à l'école primaire en particulier. Donc, il y a des effets très, très multiples, mais je dirais que la redécouverte des relations humaines est fondamentale quand même. Et quand on reviendra à une situation normale, on ose espérer qu'il y aura peut-être justement plus de travail de groupe, plus de collectif. Bon, c'est pas certain non plus. On ne se fait pas d'illusions sur l'immédiateté de l'école d'après, monde d'après, etc. Mais il faut aller dans ce sens-là et partir du désir quand même d'un grand nombre d'enseignants de retrouver ce contact qui est si essentiel, d'être à côté de quelqu'un. Ça fait être à côté et non pas en face. En fait, c'est un peu ça qu'il faut redécouvrir. Là, actuellement, on est plutôt en face plutôt qu'à côté. Merci. En fait, on redécouvre l'école comme un lieu de vie nécessaire pour être un lieu d'apprentissage. Parce que quelquefois, on oppose lieu de vie et d'apprentissage. Non, pour être un lieu d'apprentissage, qui est la fonction de l'école, il faut qu'elle soit aussi un lieu de vie, et une vie qui soit sans masque et sans distance et sans continuellement désinfection. Voilà, et on espère. Merci pour ces quelques réflexions prospectives. Je pense qu'il y a une dose d'incertitude pour tous de toute façon, et c'est celle-là aussi qu'on veut explorer continuellement dans l'année en fonction des évolutions. Ouais. On a un moment maintenant dédié à l'échange, aux questions, aux témoignages de celles et ceux qui sont dans la salle virtuelle aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par écrit. Vous pouvez aussi tout à fait ouvrir votre micro et prendre la parole ou lever la main pour vous signaler. N'hésitez pas, la parole est à vous. Si tout le monde sait comment on lève la main, au point de vue technique. Normalement, vous avez une barre de commandes vers le bas de votre écran et puis 3 petits points et plus pour lever la main, mais vous pouvez aussi simplement ouvrir votre micro et parler si vous avez des difficultés avec les commandes Zoom. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne voit pas la barre, mais vous pouvez activer. Tu peux activer le micro, Caroline, si tu veux. Ok, go. Ah, voilà, c'est parti, première question. Bonjour à toutes et à tous. Caroline Bess, je suis la responsable départementale des Francas du Val d'Oise. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui derrière mon écran. On est avec un groupe d'une douzaine de directeurs de centres de loisirs qui exercent dans l'ensemble des départements franciliens. Une question plutôt attrait à la limite de l'enseignement en distanciel et à la complémentarité des acteurs. Quel serait votre regard ou votre avis sur les différentes, j'ai envie de dire, méthodes d'acquisition des savoirs et des compétences des enfants? J'entends par là que le distanciel, effectivement, peut être une technique dans le cadre d'enseignements magistraux, comme vous l'avez rappelé dans le premier temps de votre intervention.
mais que certains enfants ont besoin de passer plutôt par des méthodes kinesthésiques qui, de fait, nous sommes des êtres sociaux et nous avons parfois besoin de toucher, ne sont pas possibles dans les enseignements distanciels, mais que les activités ludo-éducatives proposées dans les accueils de loisirs peuvent tout à fait venir compléter. Et quelles seraient vos propositions d'articulation dans le contexte sanitaire, je crois, auquel il va falloir qu'on s'habitue pour les mois à venir, pour articuler ces temps d'apport théorique, de mise en œuvre pratique, tant dans l'école que dans les temps péri- et extrascolaires, ce qui d'ailleurs peut tout à fait prendre place dans le cadre de ce que certains appellent les PEDT, mais que nous, au Franca, on a plutôt coutume d'appeler le projet local pour l'éducation. Oui, alors plusieurs choses. D'une part, le distanciel ne mobilise que deux sens, hein, la vue et l'ouïe. Et à l'école, probablement qu'on utilise un peu trop que ces deux sens-là. Et le déplacement, le geste. Alors, le goût et l'odorat, c'est plus restreint, mais pourquoi pas, dans certaines activités en tout cas. Donc ça, c'est déjà un point. C'est intéressant d'observer ce qui se passe, et on l'a fait dans le livre, ce qui se passe devant un écran, le fait qu'en plus on se voit parler, ce qui est particulier aussi. Hein, il y a un miroir hein, qui est l'écran lorsqu'on parle, sauf si on coupe la caméra. Avant de venir au périscolaire, c'est intéressant aussi, on en cite plusieurs exemples, de débats à distance qui ont pu se faire aussi, avec un phénomène curieux d'une certaine façon, c'est des élèves disant j'ai pu m'exprimer davantage qu'en classe, par le biais de la distance. J'ai osé m'exprimer, parler, soit par chat, soit ensuite en parlant même à l'écran. Donc ça, c'est notamment, on cite des ateliers philo, des discussions philosophiques pour des jeunes, de collégiens notamment, ou primaires, sur des sujets comme je sais pas, la santé ou des sujets, des grands thèmes qu'on a pu discuter. Faut-il toujours dire la vérité, ou des choses comme ça. Et le fait que ce soit à distance, c'est d'une certaine façon, ça questionne, parce que le fait qu'un jeune dise « moi je préfère à distance », et d'ailleurs, si je citais tout à l'heure le sondage Maïf, où on demandait à des... Alors, je ne sais pas exactement qui a été interrogé, enfin comment j'ai un écho de ce sondage, mais je n'ai pas la méthodologie exacte. Mais quand même, la Maïf, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est sérieux, je pense. Et on demande aux jeunes, souhaites-tu que ça continue les cours à distance? Et alors, il y a un tiers qui répond plus jamais, et 49% le voudraient pour une partie du temps, et 17% en permanence toute l'année, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et 58% considèrent qu'ils ont gagné en autonomie. Voilà. Et beaucoup disent que la continuité pédagogique a été assurée, alors le mot continuité pédagogique, un mot institutionnel discutable, a été assuré par 80% des enseignants d'après cette étude. Donc, il y a des choses intéressantes, mais qui devraient justement peut-être nous questionner sur le fait qu'en classe, on utilise, grâce à des dispositifs précis, comme le débat philo, par exemple, c'est pas n'importe quoi, c'est un débat avec des règles de prise de parole, où par exemple, on donne la parole en priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé, des choses comme ça, que connaissent bien les mouvements d'éducation populaire, je pense les Franca ou d'autres. Il y a plein de techniques d'animation que moi aussi j'ai appris en dehors de l'éducation nationale et qui m'ont toujours servi dans mes cours. Donc ça, c'est une première chose. Et le périscolaire, je crois aussi beaucoup, je suis aussi responsable un peu du périscolaire dans ma ville et du PEDT. Oui, il doit y avoir une conjonction entre les deux, et là aussi, il faut vaincre les méfiances, de considérer par exemple que c'est tout le débat qu'il y a eu autour des vacances apprenantes. Enfin là, il y a eu des textes intéressants faits par, je
crois, les Francas notamment, ont fait un texte, ou la JPA, je ne sais plus, il y a eu plusieurs textes. Si c'est la JPA, c'est un peu les Francas, oui, puis un peu les collègues de la Ligue. Oui, je veux dire, je ne sais plus comment c'était signé, mais je sais qu'il y a eu des textes qui mettaient en avant le fait qu'on apprenait beaucoup, de toute façon, dans les vacances, des loisirs organisés par les mouvements d'éducation populaire. Et l'idée des vacances apprenantes, ça veut dire qu'il y a des vacances qui ne seraient pas apprenantes, alors qu'en fait, c'est restreindre le mot apprendre à simplement ce qu'on appelle parfois les fondamentaux, qui sont une partie de l'apprentissage, mais l'apprentissage de la vie sociale, le développement de compétences psychosociales qui est si importante aujourd'hui, l'esprit critique, évidemment. Toutes ces choses-là, ça prenne aussi dans le périscolaire, dans les centres de loisirs. Nous, cet été, on a par exemple essayé de monter avec l'Académie des sciences et la main à la pâte, des petites expérimentations autour des applications sur l'épidémie, comment ça fonctionne, pour faire comprendre, mais de façon ludique avec des escape games. Voilà. C'était plus ou moins réussi, mais ça va dans ce sens-là. Donc il faudrait que dans le périscolaire, on se dise, on est là aussi pour faire apprendre, pas seulement pour se détendre, mais apprendre, c'est pas une corvée. Cette image de l'apprentissage comme une corvée, comme quelque chose qu'il faut se débarrasser, c'est très dangereux. Nous, on insiste toujours sur le plaisir d'apprendre, ou le plaisir d'avoir appris, qui n'est pas tout à fait la même chose, le fait d'être content d'avoir appris quelque chose. Je me bats toujours pour que, finalement, on aura gagné quelque chose le jour où, lorsque l'enfant rentre à la maison, au lieu de lui demander est-ce que tu as été sage, on lui dise qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école, qu'est-ce qu'on apprend en dehors de l'école. Et dans l'étude assez ancienne de Bernard Charlot et de l'équipe ESCOL sur les savoirs à l'école et ailleurs, on voyait que les élèves qui réussissaient bien, ce sont en banlieue, dans les endroits où ils ont enquêté, en 1993 notamment, les élèves qui réussissaient bien, c'était ceux qui arrivaient à faire des liens entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend en dehors de l'école. Et je crois que c'est vraiment cette dimension qu'il faut travailler dans cette coéducation. Je me souviens aussi d'avoir un jour travaillé avec des parents d'un centre social où on avait essayé de faire l'inventaire de tout ce qu'on apprend à l'école qui sert à la maison et tout ce qu'on apprend à la maison qui sert à l'école. Et les gens découvraient qu'il y avait plein de choses qui allaient dans les deux sens. Et je crois que c'est dans cette perspective-là qu'il faut aller, non pas dans l'idée d'école forteresse, sanctuaire, et qui croit que tout apprentissage passe par le scolaire au sens traditionnel. Et à l'inverse, moi je critique toujours quand on présente le scolaire comme chose d'ennuyeux, c'est trop scolaire, comme cet élève est trop scolaire, ça m'indigne beaucoup, parce que le scolaire, ça regroupe des choses très différentes et très actives, et pédagogie de groupe, et des dispositifs tout à fait intéressants, et notamment l'utilisation du jeu, qui est aussi quelque chose à travailler, beaucoup de débats là-dessus, sur comment intégrer le jeu à l'apprentissage sans trop le scolariser non plus. Voilà. Toutes ces choses-là sont en tout cas en débat et en échange. Merci. Alors, j'ai l'impression que le dispositif pour lever la main ne fonctionne pas très bien. En tout cas, nous, les animateurs, on ne vous voit pas. Mais s'il y en a qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à vous lancer parce qu'on a du mal à vous repérer. Oui, Nadine Tonnelier, donc je suis de Lyon, je suis élue au Franca de Lyon. Voilà, j'ai été pendant 27 ans dans l'animation socio-culturelle et je suis actuellement formatrice professionnelle pour adultes. Et je voulais juste un peu rebondir sur le lien entre les acteurs éducatifs, mais même au niveau gouvernemental, je trouve que parfois l'animation, tout le secteur animation est un peu mis de côté. Quand on parle d'éducation, on parle surtout d'éducation nationale. Et c'est un travail de terrain pour montrer aussi les compétences des animateurs qui sont des vrais acteurs éducatifs et on fait partie aussi des acteurs éducatifs. Donc, il y a certains enseignants qui ont du mal encore à nous considérer comme des acteurs éducatifs à part entière.
Et aussi, sur ce que je voulais revenir, c'est oui, on a eu, alors quand il y a eu l'arrivée des nappes, des tapes ou des nappes, ça dépend comment on l'appelait, là, on a bien été mis autour de la table pour la réflexion du projet de territoire. Par contre, quand ça s'est arrêté, là, on nous a pas demandé, enfin, là, on n'était plus acteurs autour de la table, on dit ça s'arrête, vous allez perdre tant d'heures par semaine et tout ça, quoi. Donc, voilà, on a besoin de nous, on nous prend quand il n'y a plus besoin. Enfin, voilà, on est quand même un peu, parfois, on se sent un peu mis de côté. Et je voulais revenir sur une chose, comme j'étais directrice de centre de loisirs périscolaire, vous parliez de cloisonnement. Moi, je m'étais aperçue effectivement qu'au fil des années, les élèves, les enfants, ils faisaient plus forcément de lien entre. Enfin, c'est assez cloisonné. On apprenait les maths, on apprenait le français, on apprenait l'histoire géo. Et ils n'arrivaient plus, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, à faire de liens. Ça devenait assez cloisonné. Et je trouve que par rapport. Ce qui peut décloisonner tout ça, c'est être sur de la pédagogie de projet. Et je pense que les projets collectifs permettent justement d'éviter que ça soit trop cloisonné, de faire plus de liens entre les différentes matières. Tout à fait. D'une part, nous, au cahier pédagogique, on était très engagés dans la défense de la réforme des rythmes scolaires et la semaine de 5 jours, avec le périscolaire comme élément important, et les projets éducatifs territoriaux, etc. Et effectivement, ça a été abandonné, et je crois que c'était une grosse erreur. Bon, c'est unique en Europe, bon, etc. De même qu'il y a eu, il y a quelques années, quelque chose dont on a très peu parlé finalement, et qui n'a pas pris malheureusement, c'est un livret de compétences élargi à l'extérieur de l'école. C'est une idée qui avait été lancée d'ailleurs par Martin Hirsch quand il était commissaire, je ne sais plus exactement le titre, enfin, il avait lancé cette idée, et moi j'ai un peu travaillé avec quelques établissements où on a essayé de mettre ça en place. Là, ça continue, par exemple, à Issy-les-Moulineaux, dans le 92, où il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui a été fait. J'étais resté, il y a quelque temps, à une journée de bilan. Alors, ça reste marginal quand même, c'est-à-dire comment capitaliser des compétences que des élèves peuvent acquérir ailleurs qu'à l'école, ou pas ailleurs qu'à l'école et à l'école, les deux, et notamment le comportement lors de l'engagement, lors de centres de loisirs ou de voyages extrascolaires, ou encore valider y compris des expériences qu'ils peuvent avoir dans un club sportif, dans un club de pêche ou je ne sais quoi. Il y avait un élève qui avait un diplôme de pêche et voilà, il mettait ça sur son livret et ça valorisait des compétences que des professeurs ne connaissent pas. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais ce n'était pas l'idée de scolariser, c'était l'idée de prendre en compte l'élève dans sa globalité. Et je me souviens de quelque chose, une anecdote, mais qui est révélatrice. J'avais une élève en 6e qui était vraiment très effacée, qui avait l'air de ne pas comprendre grand-chose, et qui s'exprimait peu. Et un jour, en voyant la réunion parents-prof, sa mère, je crois, m'avait dit qu'elle faisait du karaté et qu'elle était très bonne au niveau départemental, elle avait participé à des compétitions. Ça a été un peu soufflé. En plus, dans le karaté, il faut savoir se concentrer, il y a des qualités de concentration qu'elle n'utilisait pas à l'école. Et le fait de savoir ça, je trouve qu'on a un regard différent et peut-être que justement on pourrait exploiter ces qualités, ces compétences qui sont extérieures à l'école. Et se mettre autour de la table. On avait cité une expérience dans les Landes communes de formation enseignants et animateurs, mais c'est assez rare, malheureusement. Et quelquefois, on a vu aussi des enseignants dire finalement, bon, c'est très bien le périscolaire, c'est l'animation, mais surtout, ne surtout faire que du récréatif parce que les apprentissages, c'est nous. Et là, c'est pas vrai. L'apprentissage, il se fait tout le temps. Moi, je crois qu'à l'école, c'est surtout un lieu de structuration des apprentissages. C'est un lieu où les apprentissages se construisent de manière raisonnée, progressive et capitalise les choses qui sont extérieures à l'école. Mais savoir faire les liens avec l'extérieur, ça me paraît essentiel à tout point de vue. L'exemple du sport est intéressant à cet égard, hein, justement, utiliser des compétences que des élèves
ne voient pas non plus. J'ai été frappé souvent avec des élèves. Moi, j'avais des élèves d'éducation prioritaire. Je leur demandais en début d'année quels sont vos atouts et quels sont vos points faibles. Alors, les points faibles, ils en citaient pas mal. Les atouts, ils n'arrivaient pas. Et ils ne voyaient pas des atouts du genre je suis capable de me concentrer dans des activités, je m'engage, voilà, je sais bien travailler avec les autres, je sais aider les autres. Tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Tout ce qui est autour de ce qu'on appelle compétences psychosociales, ou pour parler franglais, les soft skills, les compétences émotionnelles, toutes ces choses-là qui sont quand même essentielles. Je pense aussi à une autre compétence qui est essentielle, on le reconnaît aujourd'hui, c'est la capacité à résister à son impulsivité. Être capable de prendre du recul. Et ça aussi, ça se cultive à la fois à l'école et en dehors de l'école. Voilà, il faut arriver à travailler dans ce sens-là, d'où le fait qu'on publie des documents sur la coéducation et qu'on a travaillé et qu'on continue à travailler avec les autres mouvements d'éducation populaire ou avec la FCPE qui est présente aussi aujourd'hui pour arriver à cette coéducation. Il y avait une question de la FCPE, notamment, mais un problème de micro. Est-ce que c'est rétabli? Je n'ai pas l'impression. Les personnes qui ont des soucis de son, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat aussi. Et puis, il y a une question de Sylvie Fromentel. Sinon, je te laisse la parole, Sylvie. En fait, moi, c'était pas forcément. Non, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Je reviens à mon côté professionnel, c'est-à-dire je suis bibliothécaire et dans ma bibliothèque, on fait des ateliers info-intox en particulier, mais tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Et c'est évident que le fait de venir dans un établissement à l'extérieur, ça change le comportement des enfants et donc de la perception des enseignants vis-à-vis des enfants. Et ça, on a souvent des remarques, en particulier pour ceux qui sont dissipés ou ceux qui ont des difficultés à l'école. Le fait d'être dans un autre lieu, ça leur permet aussi d'avoir un autre comportement et de voir les enseignants trouver qu'ils ont des compétences autres que celles qu'ils ont dans l'établissement. Mais en fait, en disant ça, je pense que aussi, je parle des bibliothèques, mais la bibliothèque est un lieu de ressources extrêmement important justement pour faire vivre cette coéducation. Et je pense peut-être ce qui manque là, c'est aussi l'importance des territoires et l'importance des collectivités territoriales dans ces enjeux de coéducation, parce que c'est souvent les collectivités territoriales qui font justement, quand ça fonctionne bien, les collectivités territoriales ont un rôle important dans ce cadre-là. Donc je pense qu'il y a plein d'acteurs qu'il faut aussi... à qui on ne pense pas forcément, mais qui peuvent qui peuvent jouer un rôle important en matière d'éducation. Et je pense que les bibliothèques en font partie, et ça de façon de plus en plus importante. Enfin, il y a peut-être des choses aussi, en tant que bibliothèque, on est en train de revenir aussi à... les bibliothèques en France sont sorties, entre autres, au début du siècle, du 20e, pas du 21e, de l'éducation populaire, mais j'ai l'impression aussi que face à tout un tas de choses, aux évolutions des établissements, de la société, on est en train aussi de revenir dans ce mouvement justement d'éducation populaire au sens le plus large. Oui, merci Sylvie d'évoquer ça, parce que je voulais y venir aussi. Un des effets quand même actuels, c'est aussi la diminution des sorties en dehors de l'école, pour des raisons, parfois avec du zèle excessif, parce qu'il y a des choses, des médiathèques, par exemple chez nous, qui sont ouvertes aux scolaires, et les scolaires n'y vont pas forcément, elles continuent à être ouvertes uniquement aux scolaires, mais quand même. Donc oui, moi je crois beaucoup à ça, je crois... En fait, moi je disais aux élèves lorsqu'on sortait que c'était une autre façon de faire cours, quoi. Et ce n'était pas quelque chose de coupé du cours, c'est une autre façon de faire cours. Donc tout ce qui est évidemment musée, bibliothèque, mais même aussi des lieux du quartier, mieux connaître et avoir des explications sur le lieu, c'est important. Les intervenants extérieurs dans l'école aussi, bien sûr, c'est essentiel.
par exemple, pour parler des métiers différents. Alors, il y a autre chose que je voulais souligner aussi. Alors, oui, sur les bibliothèques, il y a eu un rapport récent sur comment les bibliothèques accueillent les médiathèques, plutôt les médiathèques en sens non, plus large que le livre, accueillent des enfants. C'est un rapport au ministère de la Culture qui est intéressant, qui donne des pistes. Là aussi, il faut trouver des formes d'action qui soient intéressantes, mais il y a beaucoup d'imagination de la part des bibliothécaires qui sont souvent très bien formés et qui ont plein d'idées qu'il faut exploiter. Et là aussi, quel rôle respectif quand il y a un travail à la médiathèque de l'enseignant et de bibliothécaire. C'est chaque fois, il ne s'agit pas du tout l'enseignant n'est pas en retrait, il collabore, il faut préparer avant, etc. Mais je voulais aussi parler, parce que j'avais annoncé au début, d'un autre aspect du travail à l'extérieur, qui est l'école dans la nature. C'est un mouvement qui s'est développé ces dernières années et qui a trouvé une vigueur, paradoxalement, pendant le confinement, avec le besoin de retrouver la nature. Et donc, dans le livre, il y a plusieurs personnes qui témoignent de l'école dehors, qui est un mouvement qui s'est beaucoup développé dans les pays scandinaves, notamment, ou au Canada. Et on va faire un numéro des cahiers pédagogiques, d'ailleurs, au mois de juin, qui va apparaître au mois de juin, sur l'école en plein air. Et puisqu'on parlait des collectivités, on peut très bien, justement, associer des intervenants de collectivités. Par exemple, chez nous, il y a tout un projet autour des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique et avoir des employés municipaux qui travaillent sur les arbres dans la ville, qui expliquent comment ils font, à quoi ça sert d'avoir des arbres. Voilà, tout ça, c'est très intéressant. Et ce qui est toujours remarquable, c'est quand même qu'on a des forêts tout près, vraiment à pied, on peut y accéder, qu'il y a des élèves qui n'y vont jamais. Et donc là aussi, c'est découvrir aussi son environnement naturel. Et je vois un ami là, qui a fait un travail visite de forêt avec quelqu'un de l'ONF et il y avait des élèves qui découvraient pour la première fois et qui étaient euphoriques d'entendre les oiseaux et tout, je ne sais quoi. Donc c'est aussi cet aspect-là qu'il faut développer. Donc il y a plein de directions possibles de travailler avec les collectivités qui, moins que jamais, doivent être des signataires de chèques, simplement. Ce n'est pas seulement des machines à subventionner, mais aussi à s'impliquer. Et s'impliquer, ça ne veut pas dire contrôler, ça veut dire travailler ensemble. Alors, évidemment, il y a des municipalités qui sont prêtes à le faire plus que d'autres, certainement. Des municipalités ou conseils départemental à une échelle plus large pour les collèges. Merci. On approche de l'heure, on peut encore prendre une ou deux petites questions. Est-ce que le son est revenu du côté de la FCPE à tout hasard? On ne dirait pas. Sinon, il y avait une demande de question de la part de l'association École et Famille. On peut laisser la parole à Pierre. Merci Mathieu. Bonjour à tout le monde. Merci Monsieur Zakarchuk. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Je me suis entraîné. Merci pour vos éclairages. Donc, je travaille dans cette association École et Famille et on a eu la possibilité, au sortir là, du confinement au mois de juin, de questionner une vingtaine de parents, principalement des mamans, sur comment elles ont vécu la relation école-famille-quartier pendant le confinement. Et je voulais votre éclairage sur une question parce qu'elles nous ont dit qu'elles s'étaient rendues compte de la complexité du métier d'enseignant. Ça, vraiment, ça a été vraiment révélateur pour elles. Et elles nous ont dit aussi qu'elles souhaitaient que la configuration de leur famille soit prise en compte, qu'on soit en famille nombreuse ou pas, c'est pas pareil. Qu'elles souhaitaient aussi que leur sentiment de compétence face à l'accompagnement à la scolarité soit pris en compte. Il y en a qui se sentent compétentes et d'autres pas. Je le mets au féminin parce que c'était massivement des dames. Hein. Et donc, ça nous pousse, nous, en tant que professionnels, vers quelque chose qui serait une individualisation de la relation aux familles.
comme par une force de l'événement. Mais je voulais votre avis sur ce mouvement-là d'individualisation de la relation aux familles avant d'aller un peu plus dans cette direction. Oui, sûr. En tout cas, alors évidemment, dans le confinement, il y avait aussi d'un côté des familles qui avaient beaucoup d'enfants à gérer en même temps. Il y a aussi des familles un des deux parents au moins ou les deux travaillaient en télétravail, donc ça rendait les choses encore plus difficiles. Oui, je pense que par exemple, bon, si j'ai bien compris, hein, c'est un projet du ministère de faire des aides à distance pour les devoirs, pourquoi pas, mais là, encore une fois, ça veut dire à ce moment-là connaître un peu la réalité des familles, mais avec le danger ce que j'appellerais le misérabilisme, quoi. C'est-à-dire ce que vous avez dit, les familles, elles ont des compétences et il faut savoir trouver ce que je disais lorsqu'on avait travaillé sur qu'est-ce qu'on apprend à la maison qui peut servir à l'école, c'est arriver à percevoir ces compétences des familles et pas avoir ce préjugé. Par exemple, il y a une surestimation des difficultés de langage des familles d'origine étrangère. Quand on regarde des chiffres par rapport à la réalité, il y a souvent une surestimation ou une sous-estimation des compétences. Donc, il faut arriver à estimer ces compétences de mère de famille en espérant que les pères s'impliquent aussi un peu plus. Parce que ça, c'est dans les enquêtes, effectivement, c'est massif, surtout dans les milieux populaires. Une enquête de l'ADEPE va tout à fait dans ce sens-là. C'est surtout les mères qui aident. Mais je crois qu'on peut arriver. Moi, on avait organisé plusieurs fois des séances où on devait, où des parents étaient là et on leur demandait sur une leçon précise comment vous feriez pour aider votre enfant. Et justement aboutir ensuite à quelques conseils techniques et surtout, mais aussi de la part des enseignants, se dire qu'est-ce que je donne à mes élèves qui sont faisables sans compétences particulières dans cette matière et apprendre aux parents par exemple, qu'est-ce que ça veut dire aider? Est-ce que c'est donner les réponses à l'enfant ou est-ce que c'est au contraire lui dire qu'est-ce que tu en penses, comment tu vas t'y prendre, orienter vers le côté méthodique? Moi, j'ai essayé de faire ça avec des associations de parents aussi. Je crois qu'il faudrait multiplier ça. Voilà. Et l'idéal, c'est des séances où il y a à la fois des enseignants et des parents parce que on a à ce moment-là un dialogue qui démolit un peu des préjugés avec la grande diversité. Quand on dit les parents, il ne faudrait jamais dire les parents. Il y a des parents et de même que les enseignants, ce n'est pas du tout homogène. Il y a une grande hétérogénéité. On l'a vu pendant cette période où il y a des enseignants qui ont été hyper motivés, qui ont fait un travail formidable, d'autres quand même qui ont été très en retrait, avec très peu de contact, avec des choses qui sont parfois un peu choquantes même. Donc il y a une grande diversité, et chez les parents aussi, il y a une grande diversité, y compris les parents de milieux populaires, avec en plus aujourd'hui une grande diversité de l'immigration, avec des parents qui ont des compétences et des formations antérieures élevées, et qui sont pourtant éventuellement dans la précarité ou dans la difficulté sociale. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte cette grande complexité et se dire de toute façon que c'est dans le dialogue qu'on progresse, un dialogue qui ne doit pas être fade, mais qui doit se faire sur les bases de, finalement, l'école est là pour que les élèves apprennent le plus possible de choses. C'est bien ça le but, et non pas... Et ça ne se fait pas contre les familles, c'est comment on arrive à travailler. Parfois, ça se fait contre les habitudes familiales, bien sûr, mais le dialogue permet d'aplanir en tout cas certaines aspérités, sachant qu'il n'y aura jamais 100% de réussite, hein, bien sûr. Mais je crois que ce que vous organisez, ça va tout à fait dans ce sens-là. Merci Jean-Michel Zakartchouk. Je pense qu'on arrive malheureusement un peu au terme du temps qui nous était imparti aujourd'hui.
Je rappelle les deux ouvrages qui ont inspiré le webinaire d'aujourd'hui pour celles et ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Et je vous ai partagé les liens vers ces deux ouvrages sur le site des cahiers pédagogiques dans le chat. D'autant que vous avez les ouvrages et puis vous avez aussi des ressources gratuites qu'on peut aussi trouver sur le site des cahiers pédagogiques. Et pour donner un avant-goût de coéducation permanente, c'est un numéro qu'on peut acheter, mais il y a aussi trois ou quatre articles gratuits qui se trouvent sur le site à donner un aperçu de ce que l'on peut développer. Et sur l'école d'après, on va continuer à en parler évidemment parce que pour nous, l'école d'après, elle ressemble à l'école d'avant telle qu'on aurait aimé qu'elle soit et donc telle qu'on va se battre pour la construire demain. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous quelques éléments de réflexion à ce sujet aujourd'hui, en tout cas. Bonne continuation à tous. Merci. Avant de clôturer ce webinaire, je rappelle aux uns et aux autres le programme des prochains webinaires avec une sollicitation pour les personnes présentes aujourd'hui. Si vous pensez à des questions à aborder dans ces prochains webinaires, si vous pensez à des expériences à partager, des personnes que vous connaissez, vos suggestions sont bienvenues parce qu'on veut nourrir et construire les webinaires suivants véritablement à partir des problématiques de terrain, des paroles des acteurs eux-mêmes. Donc, vos suggestions sont bienvenues. Vous pouvez les partager dans le chat tout de suite. Vous pouvez me les envoyer par email. Je vous partage ici mon adresse email. Et donc, successivement, au fil de l'année, sous réserve de modification du programme en fonction de l'évolution de la situation dont on est tous un peu dépendants, on voudrait aborder dès le 16 décembre prochain, d'abord creuser un petit peu plus cette question des pratiques éducatives, des postures des professionnels, comment celles-ci ont été impactées, modifiées, transformées par la crise sanitaire. En février, on aimerait s'intéresser et creuser un peu plus cette question qu'on a pas mal abordée déjà aujourd'hui, des relations entre les familles et l'école et les autres structures socio-éducatives, comment ces relations évoluent, sont impactées. Creuser la question du numérique en avril, la question des inégalités sociales, des inégalités territoriales que, vous le disiez, Jean-Michel Zakhartchouk, la pandémie a peut-être davantage révélé que exacerbé en soi. Et en juin, on terminera cette année dont on ne sait pas encore ce qu'elle nous réserve par un temps de bilan pour lequel on propose de donner la parole aux enfants, aux adolescents, aux adolescentes eux-mêmes et elles-mêmes et essayer d'avoir un regard rétrospectif sur l'année qui se sera déroulée. Voilà, tous inputs, toutes idées sont bienvenues. C'est vraiment l'esprit ascendant de la construction de ces webinaires. On en rediscutera en comité d'organisation bientôt, donc vos propositions sont les bienvenues. D'ici là, il ne me reste qu'à vous remercier pour la participation aujourd'hui. Encore merci à notre intervenant. Merci au comité d'organisation dont un grand nombre était présent aujourd'hui. Et merci spécial à Diane, qui est en stage à Aider Action, qui m'a beaucoup aidé avec l'animation et la technique aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver prochainement au nom des 15 organisations coordinatrices. Et merci à toutes pour votre participation aujourd'hui.